Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les secrets de la lumière, c'est-à-dire les informations que nous pouvons tirer de la lumière émise par un objet. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître les phénomènes de réflexion et de réfraction, de connaître les lois de Snell-Descartes et de connaître la notion de longueur d'onde et celle associée à la lumière blanche. Les objectifs de cette vidéo sont de savoir ce qu'est un milieu dispersif, de connaître la définition d'un spectre et comment on l'obtient, de faire la différence entre lumière monochromatique et polychromatique, et enfin de savoir reconnaître les cas où l'on a soit un spectre continu d'origine thermique, un spectre de rais d'émission ou d'absorption, ou un spectre de bande d'absorption. Il existe une grande variété de sources de lumière, par exemple le soleil, les lampes à incandescence, les LED, les lampes fluocompactes ou les lasers. Mais toutes ces lumières ne sont pas équivalentes et nous allons voir dans cette vidéo quelles sont justement les caractéristiques de ces lumières et ce qui les différencie. Pour analyser une lumière, nous allons placer sur le trajet d'un rayon lumineux un prisme qui a un morceau de verre taillé de forme polygonale à base triangulaire. Nous plaçons le prisme sur le trajet d'un faisceau lumineux et nous tournons ce prisme. Nous constatons pour une certaine orientation que nous avons des irisations qui apparaissent. Nous venons de réaliser ce que l'on appelle la décomposition de la lumière. Si nous schématisons l'expérience réalisée, nous avons une lumière, une source de lumière, notre prisme et un écran. La lumière envoie un faisceau lumineux sur le prisme. Ce faisceau lumineux traverse le prisme, ressort, et nous observons sur l'écran une figure avec des irisations qui vont du violet jusqu'au rouge. C'est ce que l'on appelle le spectre de la lumière. Donc nous voyons des irisations qui vont du violet, bleu, cyan, vert, jaune, orange et rouge. Nous allons expliquer ce phénomène en travaillant sur le prisme et en considérant un rayon lumineux qui arrive sur la face d'entrée de ce prisme. Donc nous avons un rayon de lumière blanche qui arrive sur le prisme. Ce rayon se décompose ensuite en une multitude de rayons. Nous allons considérer uniquement trois couleurs, le rayon rouge, le rayon vert et le rayon bleu. Évidemment, à l'intérieur, nous avons la multitude de couleurs que nous observions à la fin sur l'écran. Ces trois rayons ensuite ressortent du prisme, là encore avec une déviation, et forment l'image sur l'écran. Donc, nous avons le passage dans l'air, ensuite dans le prisme, puis retour dans l'air. Il y a donc ici des phénomènes de réfraction qui vont apparaître. Nous allons donc utiliser les angles sur la face d'entrée pour voir ce qui se passe. Nous allons donc noter l'angle d'incidence I qui se trouve ici, et nous constatons que comme nous avons plusieurs rayons en sortie, nous allons donc avoir plusieurs angles de réfraction. Donc l'angle RB pour la réfraction pour le rayon bleu, RV pour le rayon vert et RR pour le rayon rouge. Ayant repéré l'angle d'incidence et les angles de réfraction, nous pouvons donc maintenant appliquer la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Pour le rayon bleu, nous obtenons NR fois sin I qui est égal à N' fois sin RB. La même chose pour le rayon vert avec cette fois sin RV. Et la même chose pour le rayon rouge avec cette fois sin RR. Nous constatons que dans les trois relations, le premier terme est identique. Nous avons donc égalité pour les trois termes de droite. Donc N' sin RB est égal à N' sin RV et N' sin RR. Or, d'après le schéma, nous avons vu que l'angle de réfraction du rayon bleu est inférieur à celui du rayon vert qui est également inférieur à celui du rayon rouge. Le sinus étant une fonction croissante, nous avons donc sin RB inférieur à sin RV qui est inférieur à sin RR. Or, si ces trois termes ici sont différents, comme nous avons une égalité, cela veut donc dire que l'indice du prisme ici ne peut pas avoir la même valeur dans chaque cas. Nous avons donc ici l'indice du prisme pour le rayon bleu qui est supérieur à celui pour le rayon vert, qui est supérieur à celui pour le rayon rouge. Donc l'indice du prisme n'est pas constant. Nous pouvons donc dire ici que, comme il dépend de la couleur, l'indice du prisme est une fonction de la longueur d'onde. Si nous appliquons la définition de l'indice de réfraction, nous avons donc n est égal à c sur v,
que nous allons utiliser pour l'indice du rouge, du vert et du bleu. Nous avons donc C sur VB supérieur à C sur VV, supérieur à C sur VR. Nous divisons tout par C, ce qui nous donne 1 sur VB supérieur à 1 sur VV, supérieur à 1 sur VR. En inversant les relations, nous inversons également le signe de l'inégalité. Nous avons donc la vitesse du rayon bleu qui est inférieure à la vitesse du rayon vert, qui est inférieure à la vitesse du rayon rouge. Nous avons donc ici dans le prisme, nous sommes en présence d'un matériau dans lequel la vitesse dépend de la couleur de la lumière. C'est ce que l'on appelle un matériau dispersif. Donc un matériau dispersif est un matériau dans lequel la vitesse de la lumière varie en fonction de la longueur d'onde dans le vide de la lumière. C'est cette propriété du prisme qui est responsable de l'apparition de la figure à la sortie sur l'écran. La figure obtenue sur l'écran est appelée un spectre. Un spectre est donc la figure obtenue par la décomposition de la lumière. Il représente l'ensemble des radiations contenues dans la lumière et l'on peut l'obtenir de deux manières, soit avec un prisme qui utilise le phénomène de dispersion que nous venons de voir avec le matériau dispersif. Nous pouvons également l'obtenir avec un réseau qui cette fois utilise le phénomène de diffraction. Nous allons définir deux catégories de lumière directement en lien avec leur spectre. Tout d'abord, la lumière monochromatique. Une lumière monochromatique est une lumière dont le spectre ne contient qu'une raie. Elle est constituée donc d'une seule radiation et elle est donc caractérisée par une seule longueur d'onde. L'exemple le plus connu de lumière monochromatique est le laser, par exemple ici un laser hélium-néon, qui va nous donner un spectre avec une seule raie qui se trouve dans le rouge à environ 633 nanomètres. Deuxième catégorie de lumière, les lumières polychromatiques, qui cette fois, elle, est une lumière dont le spectre contient plusieurs raies ou bandes, et elle est constituée donc d'un ensemble de radiations caractérisées par un ensemble de longueurs d'onde. Là, nous pouvons voir deux cas, par exemple une ampoule rouge à incandescence qui va avoir son spectre qui se situe sur une bande dans la zone rouge ici, ou une lampe fluocompacte qui, elle, va être constituée uniquement de raies particulières à certaines positions données. Dans tous les cas, nous avons plusieurs longueurs d'onde, donc il s'agit d'une lumière polychromatique. Un cas particulier de lumière polychromatique qui est la lumière blanche. La lumière blanche est une lumière donc polychromatique contenant l'ensemble des radiations visibles par l'œil. Elle est caractérisée par toutes les longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc sur le spectre de la lumière blanche, nous avons donc ici le violet qui se situe aux alentours de 400-450 nanomètres, le bleu de 450 à 490 nanomètres, ensuite le vert de 490 à 570, le jaune de 570 à 585, le orange de 585 à 620 nanomètres et une grande bande de rouge de 620 à environ 800 nanomètres. Après les deux grands types de lumière, voyons maintenant les deux grands types de spectres que l'on peut obtenir. On va distinguer deux types de spectres. Les spectres d'émission, qui vont être des spectres obtenus en analysant la lumière directement émise par une source, et les spectres d'absorption, qui sont des spectres obtenus en analysant de la lumière blanche ayant traversé un gaz ou un liquide. Nous allons tout d'abord voir les spectres d'émission d'origine thermique. Donc nous allons réaliser une expérience en plaçant une ampoule de lumière blanche reliée à un générateur de tension variable. Nous allons ensuite analyser la lumière produite par cette ampoule à l'aide d'un prisme et l'observer sur un écran. Au début, quand la tension délivrée par le générateur est faible, nous n'observons rien sur l'écran. Puis progressivement, en augmentant la tension, l'intensité qui parcourt le filament de la lampe augmente, ce qui a pour effet d'augmenter la température du filament, et progressivement nous observons une lumière. Quand nous analysons cette lumière, nous constatons que progressivement le spectre part du rouge, puis s'enrichit au fur et à mesure de radiations jaune, verte, puis bleue. Donc pour résumer, si nous représentons le spectre obtenu pour différentes températures, nous voyons donc avec la température qui augmente qu'au début nous avons un spectre uniquement dans le rouge, puis le spectre va vers le jaune, le vert, le bleu
et le violet. À la fin, nous obtenons donc de la lumière blanche avec le spectre qui s'enrichit progressivement de radiation vers le violet. Nous pouvons donc dire ici que un spectre d'émission d'origine thermique est un spectre continu en lien avec la température de la source. Plus la température de la source est élevée, et plus le spectre s'agrandit vers les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le violet. Autre cas cette fois avec une lampe à vapeur de mercure qui est donc une enceinte sous faible pression contenant des vapeurs de mercure avec deux électrodes qui envoient des décharges électriques sur ce gaz. Ce système envoie de la lumière qui est ensuite analysée par un prisme et nous observons le spectre sur un écran. Nous avons donc le spectre suivant qui apparaît. Nous constatons sur ce spectre cette fois qu'il s'agit d'un spectre de raies avec des radiations colorées sur certaines positions particulières ici. Donc nous pouvons définir ce qu'est un spectre de raies. Un spectre de raies d'émission est un spectre contenant une ou plusieurs raies colorées sur un fond noir. Là, nous avons utilisé une lampe à vapeur de mercure. Si nous avions utilisé un autre gaz, nous n'aurions pas obtenu les mêmes raies colorées. Ce qui veut dire qu'ici, chaque espèce chimique possède un spectre d'émission qui lui est propre. C'est un genre de carte d'identité. Par exemple, le spectre d'émission de l'hélium nous donne des raies colorées à ses positions. Si nous considérons par contre le spectre d'émission du lithium Li, nous obtenons d'autres raies à des positions différentes. Autre type de spectre, cette fois avec les spectres de bande d'absorption. Donc pour réaliser ce type de spectre, nous allons considérer une source de lumière blanche et nous allons placer un prisme et un écran. Et sur le trajet de la lumière avant qu'elle arrive sur le prisme, nous allons placer un liquide que nous souhaitons analyser. La lumière va donc traverser ce liquide, le prisme et l'écran, et nous obtenons sur l'écran le spectre correspondant. Nous observons dans le cas d'une solution de permanganate de potassium un spectre avec des bandes noires qui apparaissent très distinctement ici sur le spectre, caractéristique de ce type de situation. Un spectre de bande d'absorption est constitué du spectre de la lumière blanche et de bandes noires caractéristiques des espèces chimiques présentes dans la solution. Une solution va toujours nous donner un spectre de bande. Nous pouvons voir par exemple le spectre obtenu quand la lumière blanche traverse une solution d'ion FeSCN2+. Nous obtenons cette fois le spectre suivant avec toute une bande ici du violet bleu qui est absorbée et toute une partie du rouge également, caractéristique donc de ces ions en solution. Dernier type de spectre, cette fois les spectres de raies d'absorption. Nous reprenons le montage précédent, donc avec une source de lumière blanche, le prisme, l'écran. Cette fois, nous allons placer un gaz sur le trajet de la lumière blanche qui va être ensuite analysé pour obtenir le spectre sur l'écran. Le gaz, cette fois considéré, est du dioxyde d'azote NO2 et nous obtenons cette fois sur le spectre des raies noires qui apparaissent distinctement. Donc, cette fois, nous pouvons définir un spectre de raies d'absorption comme étant constitué du spectre de la lumière blanche et de raies noires caractéristiques des espèces chimiques gazeuses présentes. Et un gaz donne toujours, là encore, un spectre de raies. Par exemple, nous pouvons voir le cas du spectre d'absorption du sodium Na, qui est constitué donc ici de quelques raies noires, avec notamment deux raies caractéristiques aux alentours de 589 nanomètres. Nous pouvons également voir le spectre d'absorption de l'oxygène O, qui nous donne le spectre suivant, avec là encore une multitude de raies noires qui apparaissent. Pour finir, nous allons voir une propriété importante des spectres de raies. Nous allons partir du spectre d'absorption de l'hydrogène, qui est constitué donc du spectre de la lumière blanche avec quelques raies noires caractéristiques de l'hydrogène à des positions données. Si nous comparons ce spectre au spectre d'émission de l'hydrogène, nous constatons que là où nous avons des raies noires dans le spectre d'absorption, nous avons des raies colorées dans le spectre d'émission, et ces raies coïncident exactement au même endroit. Nous pouvons donc dire ici que les raies colorées du spectre d'émission d'une espèce chimique coïncident avec les raies noires du spectre d'absorption de cette espèce chimique. Ce constat ou cette propriété
sont très importants car ils vont pouvoir être utilisés pour déterminer la présence d'éléments chimiques dans des poches de gaz, par exemple autour d'une étoile ou ailleurs.